Tiens, est-ce que vous saviez que la prochaine pandémie viendra du Brésil? Peut-être d'Asie du Sud-Est. Enfin, en tout cas, c'est ce que prédisent les modélisations du risque d'émergence de zoonose. C'est-à-dire le risque qu'un nouveau virus nous soit transmis par un animal. En l'occurrence, ici, on s'intéresse aux chauves-souris. Les chauves-souris portent 54 familles de virus, dont Ebola, le virus de Marburg, la rage, le MERS, le SARS. Alors ouais, il y a de quoi être inquiet. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé, ils le sont. Dans la vidéo précédente, je suis allé au fin fond des grottes de l'Amazonie avec Thiago qui étudie les chauves-souris. Et grâce aux échantillons que Thiago prélève, d'autres chercheurs peuvent enquêter sur les traces de virus encore inconnus chez les chauves-souris. Et spoiler, ils en trouvent des centaines. En fait, les scientifiques brésiliens déploient des efforts monumentaux pour surveiller les virus chez les chauves-souris et tenter de prévenir les futures pandémies. Tu sais, parfois, t'es sur un sujet hyper compliqué, c'est dur de garder tous les éléments en tête, de tout mettre en lien. Et parfois, dans ces moments-là, il se passe un truc hyper puissant. Il suffit d'une rencontre, d'un souvenir, d'un mot, et tout s'éclaircit. Et ce truc-là, ces éclaircissements, ces moments, moi, ça me fait vivre. Je suis au Brésil pour 5 semaines et je suis complètement noyé d'informations. J'ai bien compris que les chauves-souris ont des virus et que la déforestation allait mettre en contact les humains avec les chauves-souris. Mais le vrai risque vient pas juste du contact entre un humain et une chauve-souris. C'est pas nouveau qu'on rencontre des chauves-souris. Non, il y a une dynamique beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde. Un truc qui était encore flou pour moi jusqu'à ce moment très précis. Là, regarde, juste là. Ça, c'est moi qui suis en train d'avoir cette putain de réalisation. Et c'est immense, c'est les portes d'un nouveau monde qui s'ouvrent pour moi. Mais commençons par le commencement. Bienvenue à Brasilia. Elle est complètement barrée comme ville. C'est l'histoire d'un président qui, en 1955, décide que la nouvelle capitale sera en plein centre du pays, à un endroit où il n'y a encore rien à l'époque. Il confie le projet à Oscar Niemeyer et Lúcio Costa, qui pensent que la ville doit absolument avoir une forme d'avion, 2 grosses autoroutes au milieu, et surtout des immeubles sur pilotis. Ça paraît être une super idée. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que cette ville devait être un vrai cauchemar. Mais finalement, je m'y sens super bien, un peu comme dans un fantasme futuriste. Mais bon, à ce que je sache, on n'est pas là pour parler d'architecture. La ciudad más cercana de aquí es Goiás, es inmensa, pero yo en particular me gusta muchísimo Brasil porque es pequeño. We brought you this from Rio. It's a little present. Obrigado. Carlos, c'est la police scientifique en gros, c'est un peu le Dexter des chauves-souris en fait. Son job, c'est de surveiller l'émergence de nouveaux virus au Brésil qui nous viendraient des chauves-souris. Et les scientifiques pensent qu'elles sont même responsables du péché capital, le Covid-19. Bon, je crois que Carlos a trouvé quelque chose parce que, en tout cas, il voudrait nous montrer un truc. He's French, right? Hey. With a name like this, he had to be. Elle est trop belle, l'université. Nosotros tenemos que hacer una PCR. ¿Y qué es una PCR? Amplificar esas pequeñas secuencias que tenemos. On dirait pas comme ça, mais dans ces petits tubes sont dissoutes les cellules de nos chauves-souris. Hacemos un gel de electroforesis. Après ces étapes de manipulation, il fait souvent appel à une entreprise extérieure pour faire le séquençage. Et ensuite, il doit s'occuper de l'analyse des résultats. Después de todo eso, y hacemos un análisis de carácter bioinformático. Eso es PCR. Solo vemos A, T, C, G. La configuración de cada una de esas 5 letras generan toda la diversidad que tenemos en la Tierra. Alors ouais, on est d'accord, on dirait pas un virus. Pour moi, un virus, c'est ça. Mais un virus, ça peut aussi être ça, des lettres. Ces lettres, c'est l'ADN du virus. En fait, Carlos, il a retrouvé l'ADN du virus dans le foie d'une chauve-souris. Es tratar de hacer una variación, un alineamiento de esta secuencia para ver si esa secuencia tiene una similaridad en todo este gran espectro de secuencias, de datos a nivel mundial. Carlos compare la séquence génétique du virus qu'il vient de trouver avec une base de données qui contient l'ensemble des séquences des virus déjà étudiés dans le monde. En mesurant la similarité avec chacune de ces séquences, il peut replacer son virus inconnu dans un arbre phylogénétique.
Cela lui permet de classer son virus dans une famille et de retracer son histoire évolutive. En partant du présent, Carlos se tourne vers notre passé et remonte une à une les branches de l'arbre touffu du vivant. Et à son tour, Carlos va étoffer cet arbre en y ajoutant la séquence du nouveau virus qui permettra aux scientifiques du monde entier de préciser leurs recherches. Et juste comme ça, avec un ordi portable et une connexion internet, Carlos fait avancer notre connaissance sur le mystérieux monde des virus. Alors ok, les chauves-souris portent plein de virus. Mais déjà, est-ce que vous êtes vraiment sûr de comprendre ce qu'est un virus? Genre vraiment? Vraiment? Tout le vivant est fait de cellules. Ça fait partie de la définition même du vivant. Les cellules sont des structures relativement complexes quand même. Imaginez une usine qui grouille de monde. Cette usine assemble des briques pour fabriquer des outils, des portes, des chariots qui servent à faire fonctionner tout le corps humain. Ces trucs, ce sont les protéines, et ces machins, ce sont les acides aminés. Bon, mais cette usine, elle est pas très démocratique. Il y a un boss qui tient dans sa main une liste d'instructions très précises. Ces instructions ont été données par nos parents et une bonne dose de hasard. C'est ce qu'on appelle le matériel génétique. Et alors le virus dans cette histoire? Il arrive très fort d'ailleurs. Il arrive avec son pied de biche, il pète la porte et il donne des nouvelles instructions à toutes les machines. Et ces machines, elles se font complètement berner et elles commencent à produire, tenez-vous bien, des bébés virus. C'est un véritable coup d'état. Mais finalement, un virus, c'est très simple. C'est rien d'autre qu'une liste d'instructions et un pied de biche pour péter la porte. En langage un peu plus scientifique, c'est du matériel génétique, donc soit de l'ADN ou de l'ARN selon les virus, et de l'autre côté, une capside. Et donc forcément, un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une cellule. Et grâce à tout ça, les virus ont un tour dans leur sac. Lorsque deux virus se rencontrent, ils ont la possibilité de s'échanger des morceaux de matériel génétique pour s'hybrider. Et ça se fait extrêmement facilement. Il suffit que deux virus se rencontrent pour faire naître un nouveau virus, d'une nature différente des deux précédents. En lisant un bouquin qui s'appelle... Alors attends, il est où mon bouquin? Je l'ai, je crois. Ah, le voilà. Une planète de virus. J'ai compris un truc et ça change tout. Enfin, en fait, c'est plutôt une espèce d'intuition. Quand je pense à l'évolution des espèces végétales, animales, bactériennes, je le vois un peu comme des silos. C'est plein d'individus qui ont de la diversité entre eux, mais qui, globalement, évoluent en tant qu'espèces cloisonnées dans leur espèce. Même si, bien sûr, il y a des coévolutions et des hybrides, etc. Mais les virus, eux, sont beaucoup plus libres. Grâce à la simplicité de leur mécanique moléculaire, ils ont une sorte de souplesse génétique. Les espèces ne sont pas aussi bien définies et ils s'adaptent très vite et se recombinent sans cesse pour former plein de nouvelles espèces. Alors, bien sûr, il y a des virus qui se démarquent parce qu'ils sont particulièrement efficaces à infecter certains hôtes. Mais il existera aussi l'ensemble des hybrides, l'ensemble des recombinaisons possibles entre ces espèces, donc ça ouvre un océan de possibilités. Alors, ces hybrides disparaissent souvent aussi vite qu'ils sont apparus parce qu'ils sont pas viables. Mais tous ces hybrides sont aussi autant de nouvelles opportunités de faire naître des virus pathogènes. Donc quand un animal comme la chauve-souris abrite autant de virus, en fait, avec son corps, elle donne un lieu, un espace pour permettre à toutes ces hybridations de se faire. Et au-delà de la diversité des virus au sein des chauves-souris, la diversité entre les individus, leur grand nombre d'espèces et leur sociabilité surdéveloppée peuvent nous laisser imaginer que dans les grottes amazoniennes où vivent plusieurs millions d'individus, germent les instructions des prochaines pandémies. En se baladant dans l'université, on est tombé par hasard sur Ludmila, l'ancienne prof de Carlos. J'étais hyper heureux de la rencontrer, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais la première chose qu'elle nous a dit, c'est que Carlos a abattu une sacrée quantité de boulot. Ouais, être la police des virus, c'est pas de tout repos. Mais grâce aux techniques qu'il m'a montrées, l'université de Brasilia essaye de rester le plus au courant possible de tous les virus qui circulent chez les chauves-souris de la région. Quand je préparais la vidéo, moi j'ai harcelé un mec qui s'appelle Sébastien. Je le harcelais parce que c'est vraiment la star de ce sujet. Et je voulais absolument le rencontrer, je lui ai écrit 10 mails, il m'a jamais répondu. Et Carlos, il m'a dit qu'il était là et qu'il était d'accord pour nous rencontrer. C'est trop bien, mais il a pas beaucoup de temps et ça me fait un peu flipper. Bonjour. Bonjour. Vous parlez français, j'imagine? J'ai oublié Antoine. Antoine, c'est ça. Antoine. Salin, mon nom de famille. Ouais. Je suis enchanté de vous rencontrer. Ça vous dérange pas si on vous filme? Non, peut-être pas dans... Peut-être pas dans le bureau, vous voulez sortir? C'est tout dégoûtant. Je suis passé 2 ans en France. Au musée? Ouais. Je peux vous mettre le micro? Ah oui, carrément. Sébastien rentre tout juste de 2 ans de recherche au Muséum d'Histoire Naturelle, à Paris, juste à côté de là où j'ai grandi. Et pourtant, c'est à Brasilia que je le rencontre.
À la base, son truc, c'est plutôt les parasites. Mais ça, c'était avant que la pandémie vienne tout chambouler. On s'est dit on peut prendre nos compétences et puis essayer d'étudier aussi les virus et voir s'il n'y aurait pas le SARS-CoV-2, le virus à l'époque de la Covid-19, chez les chauves-souris d'ici. Donc on a... Parce que ça, c'est après l'avoir trouvé en Chine. Voilà, exactement. Okay. Donc on a démarré le projet avec les financements, etc. On a démarré il y a un petit peu plus de 2 ans et on a pris des chauves-souris à différents endroits pour essayer d'avoir une diversité d'espèces. Dans notre lot, on a des chauves-souris qui sont insectivores, frugivores, on a des vampires aussi, des hématophages. Si les virus peuvent nous contaminer, on peut aussi transmettre nos virus à des animaux. Et dans ce cas-là, on parle de zoonose inverse. Ça a commencé, il y a eu quelques cas qui ont été décrits au départ chez les chiens ou les chats, il y a eu ça, mais nous on s'est intéressé à ce qui pourrait être des causes. La cause de la transmission, donc la chauve-souris. Le premier résultat qu'on n'a pas encore publié, mais on sait qu'il n'y en a pas de SARS-CoV-2 dans les chauves-souris qu'on a capturées à l'époque. Alors ouais, contrairement à ses collègues en Chine, Sébastien n'a pas trouvé de SARS-CoV-2 chez les chauves-souris de la région. Mais quitte à avoir fait ce travail pour le Covid-19, autant pousser l'enquête un peu plus loin, non? Là, on est prêt pour enfin étudier tous les virus. Parce qu'on sait que, enfin tous, au moins les grandes familles, on sait qu'il y a même des chauves-souris qui peuvent contenir des virus qui infectent les insectes, qu'on appelle des arbovirus. Plus Sébastien m'explique, et plus une question m'obsède l'esprit. Pourquoi les chauves-souris abritent-elles autant de virus? Ce sont quand même des mammifères qui volent. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ça. Donc ils ont un métabolisme vraiment très actif et elles supportent très bien les infections. Donc ce sont des éponges. Elles sont super infectées partout par des virus sans mourir, ce qui fait que les virus, ils ont le temps de se développer. Ils ont le temps peut-être d'avoir des mutations, de mélanger leur information génétique et donc de créer de nouveaux virus. Ici, Sébastien, il fait référence à ce papier, qui détaille l'hypothèse que la capacité de voler des chauves-souris explique leur tolérance au virus. L'article est publié en 2018 dans Cell, l'une des revues de biologie les plus reconnues, et il est écrit par Yasheng Shi et son équipe du laboratoire pour les pathogènes spéciaux et la biosûreté de l'Institut de virologie de Wuhan. Si le virus s'était plutôt échappé d'un laboratoire, cette thèse est de plus en plus évoquée. Alors qu'y étaient menées des études sur les coronavirus provenant de chauves-souris. Oui, on parle bien de ce Wuhan-là. Nous sommes 2 ans avant le Covid et l'article évoque déjà les études qu'ils font sur les coronavirus des chauves-souris. Pour produire l'énergie qu'il faut pour voler, les chauves-souris ont un métabolisme qui tourne à pleine allure. En elles, le feu de la vie brûle si fort qu'il cause ce qu'on appelle du stress oxydatif. Alors, je vous épargne les réactions biochimiques compliquées, mais le métabolisme est si puissant qu'il abîme l'ADN et des petits morceaux d'ADN cassés se retrouvent à se balader dans les cellules de la chauve-souris. Mais du matériel génétique qui se balade comme ça dans une cellule, ça ressemble beaucoup à un virus. Je vous l'ai dit, un virus c'est presque que du matériel génétique finalement. Chez nous les humains, notre corps est bien foutu. Il a des capteurs qui détectent ces morceaux d'ADN perdus pour violemment les éliminer. Mais les chauves-souris aussi ont ces mêmes capteurs. Heureusement, elles ont appris à calmer leur système immunitaire. En fait, il y a eu une mutation génétique qui touche à une protéine qu'on appelle STING et qui fait que leur inflammation immunitaire est un petit peu plus longue, mais surtout vachement plus mesurée que chez les autres mammifères. En fait, à force de voir des trucs qui ressemblent à des virus, les chauves-souris se sont adaptées pour chiller un peu et pas tirer la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il y a un petit morceau d'ADN qui se balade. Et vu que leur système immunitaire est plus calme, plus mesuré, elles hébergent une quantité relativement importante de virus, mais tout en gardant le contrôle. Et c'est pour ça que Sébastien parle d'éponge à virus. La tradition dans ce labo, c'est que tous les jours, à 16h, c'est l'heure du popcorn. On fait du popcorn doux et parfois on met un peu de lait sucré au-dessus. Donc c'est la cuisine brésilienne, très sucrée. Après quelques jours à Brasilia, j'ai l'impression d'être un peu moins perdu. Parce que, avec une approche biologique à l'échelle de la cellule, je me suis rapproché du problème. Pourtant, j'étais sur le point de comprendre quelque chose qui allait radicalement changer ma vision du sujet. Alors attendez, faut que je vous raconte une petite histoire. À la fin du 19e siècle, les Français, menés par Ferdinand de Lesseps, ont lancé la construction du fameux canal de Panama. Les défis techniques sont énormes, mais surtout, les maladies tropicales ont rapidement entravé le projet. Malgré les tentatives de contrôler les maladies, les conditions insalubres ont causé des pertes massives parmi les travailleurs, et le projet a dû être abandonné.
On estime que ce premier échec, parce que bon, finalement il a été terminé par les Américains, ce premier échec est largement dû à l'épidémie de fièvre jaune qui aurait tué entre 5000 et 22 000 ouvriers. Et le virus de la fièvre jaune, devinez quoi? Il nous vient aussi de la forêt. Se sabe que la fiebre amarilla estaba presente en primates y que la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito. Pero en el momento en que llegó el humano a romper ese equilibrio ecosistémico en el Darién, el mosquito encontró una mayor viabilidad de diseminación en el hombre, porque es más fácil picar y alimentarse del humano que picar y alimentarse de un primate. Su piel es más gruesa, tiene un pelaje y por ende se disemina más rápido en el humano. Al diseminarse más rápido en el humano, más mosquitos se van a alimentar del humano y de esa manera se distribuye la infección. Es una infección no causada por los animales en sí, sino por la intromisión del hombre al hábitat. En fait, ça change tout. Le problème, c'est pas que une fois, un humain a été infecté par un virus par hasard, hop, pas de peau. C'est plutôt que l'humain est venu et a complètement détruit l'écosystème en changeant la chaîne alimentaire. Et par exemple, il s'est passé la même chose pendant la colonisation de l'Amérique du Nord. Les colons ont amené avec eux du bétail qui est devenu une proie très facile pour les chauves-souris hématophages, celles qui se nourrissent de sang. Au lieu de devoir se battre contre des mammifères sauvages, pour les chauves-souris, le bétail s'est buffé à volonté. Et puisqu'elles avaient besoin de parcourir moins de distance pour se nourrir, elles ont pu se développer. Sauf que, elles étaient porteuses de la rage. Et donc, la rage aussi s'est développée. Et alors que ce virus ne posait aucun problème en Amérique jusque-là, elle se développe chez les chauves-souris, puis chez le bétail, et enfin chez les humains. Et c'est parce qu'il y a d'abord une prolifération du virus chez les chauves-souris que plus tard les humains viennent être infectés. C'est d'abord une épidémie chez les chauves-souris, et après, nous, on est la seconde partie de l'épidémie. Entonces la teoría del profesor Stryker es a mayor diversidad genética dentro de los murciélagos, mayor chance hay de que esos murciélagos sirvan como protector o sirvan como aquellos que mantienen a raya las infecciones. Eso puede a largo plazo generar mutaciones que le den resistencia a esos individuos a infecciones. También puede generar otro tipo de adaptaciones físicas que puedan servir de barrera contra las infecciones. Ce que me dit Carlos, c'est que, en fait, la diversité du vivant, la biodiversité, c'est le plus grand rempart que l'on connaisse pour nous protéger des infections. Bon alors ok, c'est facile de voir les chauves-souris comme une menace, et j'y échappe pas, même si j'essaye maladroitement de les défendre depuis le début de cette série. Mais là, ça change tout. Déjà parce que la diversité des chauves-souris est notre meilleur allié pour gérer ces virus, mais aussi dans tous les cas, les virus sont partout. Donc autant profiter du coup de main de la biodiversité. Si tenemos mayor diversidad de especies de murciélagos o mayor diversidad genética dentro de una especie de murciélago, vamos a tener más chance de que ellos sirvan como un agente protector contra las infecciones virales que los mismos murciélagos están transmitiendo. Su capacidad inmunológica es mucho más rápida que la del ser humano. Eso lo que va a causar es un aumento en la protección ambiental en un ambiente estable. Même si on fait de notre mieux pour ne pas le voir, on vit dans un écosystème. Et donc, tout est lié. Le système immunitaire surpuissant des chauves-souris garde le contrôle sur les virus dans leur corps, mais aussi dans tout l'écosystème. Nous, les humains, on profite aussi du super pouvoir des chauves-souris. Sous la biodiversité, il y a la diversité des virus. Les animaux s'adaptent à leur environnement et les virus s'adaptent à leurs hôtes. Les virus sont partout, mais la biodiversité est une barrière protectrice. Et quand l'homme affecte l'habitat des animaux, il touche dangereusement au monde des virus. Mais il y a autre chose, et elle est là ma plus grosse réalisation. Pour comprendre comment apparaîtront les prochaines pandémies, je pensais qu'il fallait zoomer, s'approcher au plus près des virus, à l'échelle de la cellule. Et c'est pour ça que je suis allé à Brasilia. Et pourtant, c'était l'inverse. Il fallait faire un pas en arrière et comprendre comment les chauves-souris s'inscrivent dans leur environnement. Ok, les chauves-souris ont des virus, ok, il faut pas couper la forêt, mais le problème, c'est pas le hasard d'un humain qui rencontre une chauve-souris. On sera toujours confronté à elle, vu qu'on partage l'écosystème. Non, le vrai problème, c'est quand les humains viennent défoncer l'équilibre d'un écosystème. Parce que s'il n'y a plus les chauves-souris, ou si elles sont moins diverses, alors nous, on sera seuls face au virus. Les virus font partie de l'écosystème.
comme les animaux ou les plantes. Et donc forcément, les zoonoses sont une question écologique. L'apparition du Covid-19 est fondamentalement une question écologique. S'il y avait une seule chose à retenir de cette série, c'est ça, c'est que nous, avec le Covid, on a résolu le problème au niveau de la cellule, avec un vaccin, etc. Mais tant qu'on réalise pas que ça vient de l'effondrement de la biodiversité, tant qu'on fait pas ce pas en arrière, alors les pandémies continueront d'émerger, sauf si on trouve une solution, mais ça, c'est pour le prochain épisode.